Donc c'est parti, je vais juste partager l'ensemble de mon écran au lieu de partager simplement, je vais, hop, voilà. Donc si vous m'entendez pas bien, bonjour Wassila. Si vous m'entendez pas bien, vous me le signalez, on verra si je pourrais essayer de résoudre le problème, je suis pas sûr. Mais faut me le dire si vous entendez pas. En même temps, si vous m'entendez pas, vous n'allez pas comprendre vous allez pas entendre ma question. C'est un peu débile ce que je dis. Je vais juste poser une question dans le chat. Si vous ne m'entendez pas, dites-le moi. Ok. Et qu'est-ce qui vient de se connecter là? J'ai pas eu le temps de voir. Mais bonjour à la personne qui vient de se connecter. C'est Sophia peut-être, je sais pas. Ou. Non, je sais pas si c'est Sophia. Bon. Il y a Douya aussi qui essaie de se connecter. C'est pour ça que j'avais demandé de se connecter un peu en avance parce que je savais qu'il y aurait des soucis. Alors, bon, donc on démarre avec la première partie. Et je vais corriger les exercices qu'il y avait à chercher pour aujourd'hui. Il y avait un exercice sur les notions de couleur et puis des exercices sur les lentilles. Puis ensuite, je ferai un cours rapide sur l'essentiel qu'il faut retenir. Mais je vous demanderai de pas forcément noter en temps réel ce que je vais afficher parce que ce cours, je vous l'ai envoyé, vous aurez tout le temps de le recopier après. Là, la séance que je vais faire, elle va pas durer 2 heures, hein, donc vous aurez l'occasion de recopier ce cours après. Et puis dans un dernier temps, je ferai une petite activité sur les chiffres significatifs pour expliquer ce que c'est que des chiffres significatifs et quelles sont les règles concernant les chiffres significatifs. Bon, alors, d'abord juste pour rappeler ce qu'on a vu en TP la dernière fois. Donc là, vous devez voir normalement, je vérifie juste, ouais, c'est bon. Une animation que vous aurez à utiliser pour le TP de jeudi. Ici, on a ce qu'on appelle une lentille. Ici, on a ce qu'on appelle un objet lumineux. Et on peut, quand on le positionne dans une certaine position par rapport à la lentille, on peut voir se dessiner sur le mur de façon nette l'image de cet objet lumineux. Ici, c'est une bougie. Donc, il faut avoir bien compris, ce que j'avais dit déjà la semaine dernière, c'est qu'il y a de la lumière qui part dans toutes les directions provenant de cet objet. Cette lumière, il y en a une partie qui passe par cette lentille, il y en a une autre partie qui part partout ailleurs. Et sur la partie qui passe par la lentille, cette partie ensuite, elle est collectée et elle est ramenée à un endroit où ça se croise sur cet endroit-là, qu'on appelle l'image. Donc on peut représenter des rayons de lumière qui partent par exemple du point objet B, qui partent dans toutes les directions. Parmi tous ces rayons-là, il y en a deux qui sont représentés ici, qui sont deux rayons particuliers. L'un qui passe par le centre et qui n'est pas dévié, l'autre qui part parallèle à l'axe optique et qui en sortant vient passer par le foyer image qui est ici F' et qui arrive à croiser l'autre rayon blanc à cet endroit-là. On appelle ça le lieu où se forme l'image. Maintenant, il y a trois rayons caractéristiques, je vais le rappeler. Celui qui part d'un point objet et qui est parallèle à l'axe optique, qui sort en passant par le foyer image. Celui qui part du point objet B et qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Et celui qui part du point objet B et qui passe par F avant d'arriver dans la lentille, donc par le foyer objet, lui, il ressort parallèle. Et on constate que ces trois rayons-là se croisent, et ils se croisent à l'endroit où se trouve l'image. Donc, cette image-là, c'est ici la bougie qu'on voit ici. Ici, elle est inversée. Il suffit d'approcher le mur ou l'écran à cet endroit-là pour visualiser cette image de façon nette. Donc, je peux pas bouger le mur, mais par contre, je peux bouger l'écran, hop, et le positionner ici à la hauteur de la bougie, et puis voir que cette bougie elle est nette. Donc, sur cette animation, je peux pas bouger le mur. Donc, on va en reparler tout à l'heure.
dans le cours et puis dans les exercices. Je vais d'abord corriger l'exercice concernant les couleurs. Alors, j'ai entendu qu'il y avait un peu de mouvement, donc je vais juste voir ce qui se passe dans le chat là. Alors, Thomas, Marilou et Asia ont demandé si vous pouvez les virer pour qu'ils puissent redémarrer l'accès. Ok, bah, je vais essayer. Ah, il y a Yasmine et Jassem qui arrivent que maintenant. Donc, Thomas, Marilou. Alors, Thomas, Marilou. Et puis tu m'as dit qui d'autre? Et Asia. On va essayer, hein. Alors, Asia. Elle est là. Hop. Et puis je les réaccepte. On va voir si ça marche, mais moi j'y crois pas trop. Ok. Alors, comment on fait pour entendre? Voici là, tu n'entends pas. Bah, active le son, hein. Faut faire Clémence aussi. Voilà, c'est compliqué. Alors, je vais mettre pause hein, sur l'enregistrement, parce que sinon ça va prendre. Donc, je vais commencer par les couleurs là. Donc, il y a quelqu'un qui envoie un message peut-être. C'est qui? T'entends le bruit des messages. Alors ça, c'est très étrange. Je comprends pas. Essaye avec ton téléphone. Bon, allez, je redémarre. Donc, les couleurs. Bon, on a des drapeaux ici. Et il faut justifier les réponses aux questions qui sont posées. Éventuellement en schématisant les phénomènes mis en jeu, en faisant apparaître les radiations lumineuses transmises ou diffusées. Donc il faut essayer d'expliquer. C'est pas un exercice facile ça. Donc quel drapeau pourrait-on confondre sous un éclairage bleu? Il faut imaginer mettre un éclairage bleu devant chacun de ces drapeaux. Donc on les éclaire en bleu et on essaye d'imaginer ce que ça peut donner. Alors je rappelle qu'il faut connaître par cœur, c'est ces couleurs-là. Le magenta est constitué de lumière bleue et de rouge. La sensation cyan, couleur cyan qu'on peut voir, c'est qu'elle est constituée de bleu et de vert. Et la couleur jaune est constituée de rouge et de vert. Autrement dit, du jaune va renvoyer du rouge et du vert. En revanche, il va absorber tout le reste, c'est-à-dire le bleu. Le cyan, lui, va absorber le rouge. Le magenta, lui, va absorber le vert. Donc si on imagine éclairer tous ces drapeaux-là en bleu. Alors sous un éclairage bleu, le bleu va rester bleu. Le blanc, il va rester bleu, qui renvoie tout, le blanc. Le blanc ici va être bleu, etc., etc. Par contre, le jaune, lui, il absorbe le bleu. Donc le jaune va être noir. Donc ce jaune-là et celui-là va être noir. Le rouge, pareil, il absorbe le bleu parce qu'il ne renvoie que le rouge. Donc le rouge va paraître noir sous un éclairage bleu parce qu'il va absorber le bleu. Donc ça et ça va être noir. Là ici ça va être noir, ici ça va être noir, ça va être noir. Le rouge va être noir ici. Maintenant le vert, lui aussi, il renvoie que le vert. Donc sous un éclairage bleu, il va paraître noir. Donc le jaune, le rouge et le vert apparaîtront noirs puisqu'ils absorbent le bleu, entre autres. Il y en a qui en absorbent d'autres. Tout ce qui est blanc ou bleu va apparaître bleu. Donc le drapeau belge, il va apparaître tout noir, puisque la couleur bleue va être absorbée par chacune des parties du drapeau. Le drapeau français va apparaître ici en noir pour la couleur rouge. L'Italie, ça va être noir pour le vert et le rouge. Le Mali, ça va être noir de partout. En revanche, le bleu et le blanc renvoient le bleu. Donc ils vont apparaître bleus, et voilà la sensation que ça va me donner pour le drapeau français et italien. Du coup, la réponse à la question qui est quels sont les drapeaux qu'on peut confondre sous un éclairage bleu, on le voit ici. C'est le drapeau belge, ainsi que le drapeau malien,
qui, sous un éclairage bleu, vont être noirs l'un comme l'autre. Belgique et le Mali seront tout noirs, tous les deux. Donc maintenant, la question suivante, c'est quel éclairage coloré permet de percevoir de manière identique les 4 drapeaux? Alors, ça, c'est pas forcément évident. Alors, on peut imaginer plein d'éclairages jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Donc, si on imagine un éclairage rouge sur l'ensemble de ces drapeaux, alors les deux couleurs de droite seront toutes rouges. Donc ici j'ai du rouge, j'ai du rouge, j'ai du rouge, j'ai du rouge, donc ça va rester rouge. Mais le jaune, la couleur jaune, elle renvoie le rouge, donc elle va apparaître rouge. Le blanc renvoie toutes les couleurs, donc elle va apparaître rouge ici aussi. Celui-là va apparaître rouge. Ce jaune-là va apparaître rouge. Maintenant, il faut faire en sorte que toutes les premières couleurs soient noires, puisque la Belgique, il est noir. Donc si j'éclaire en rouge, le bleu ne renvoie pas le rouge, il l'absorbe, il va apparaître noir. Le vert ne renvoie pas le rouge, il va l'absorber, il va être noir aussi. Et pareil pour le Mali. Donc les deux couleurs de droite seront toutes rouges et celle de gauche sera noire. Donc ça va donner ça. Donc si j'imagine éclairer en rouge le drapeau belge, la couleur jaune va être vue sous la couleur rouge, puisque ça renvoie le rouge. Maintenant le drapeau français, la couleur blanche va apparaître rouge, le rouge il sera rouge aussi. En revanche, la couleur bleue va être noire. Le drapeau italien, pareil, la couleur blanche va apparaître rouge. Pour le drapeau malien, la couleur jaune va apparaître rouge et tout le reste va être noir. Alors, il y a une question, je vais aller voir. J'ai pas compris, monsieur, le jaune, il absorbe le bleu, non? Oui, il absorbe le bleu, tout à fait. Mais si je l'éclaire en rouge, il renvoie que le rouge, le jaune. Le jaune absorbe le bleu et renvoie le rouge et le vert. Mais si je l'éclaire en rouge, il peut pas renvoyer du vert, il renvoie que ce que je lui ai envoyé. Donc il va renvoyer que du rouge. Donc si je l'éclaire le drapeau jaune, enfin la partie jaune en rouge, elle va apparaître jaune. Rouge, pardon, je vais y arriver. Donc le jaune ne peut renvoyer que le rouge et le vert, si tant qu'on lui envoie. Et si je l'éclaire en rouge, il va apparaître rouge parce qu'il peut pas renvoyer du vert, je lui ai pas donné du vert. Enfin, quelle est la couleur du filtre à travers lequel on voit le drapeau belge lorsqu'on regarde le drapeau français? Alors, il y a une question peut-être que je vais aller voir. Non. Je vérifie juste si Wassila a essayé de se connecter. Ok. Bon. Donc dernière question sur les couleurs, un exercice qui est pas facile ici. Quelle est la couleur du filtre à travers lequel on voit le drapeau belge lorsqu'on éclaire le drapeau français? Donc il faut que quand j'éclaire le drapeau français, je puisse voir le drapeau belge. En gros, il faut que je transforme la couleur jaune qui est ici, blanche qui est ici, en jaune. Il faut faire en sorte que ce blanc-là renvoie des lumières qui correspondent à du jaune. Donc il faut que ce blanc renvoie le rouge et le vert. Mais il faut par ailleurs aussi que cette couleur bleue ne renvoie rien du tout. Donc elle absorbe tout ce que je lui envoie. Donc si j'imagine l'éclairer ici en jaune, le jaune qui, je le rappelle, est constitué de rouge et de vert. Lorsque j'éclaire la couleur blanche en jaune, le blanc renvoyant toutes les couleurs, il va renvoyer le rouge et le vert, donc il va apparaître jaune. Mais le bleu, lui, ne renvoie que du bleu. Donc si je l'éclaire en jaune, le rouge et le vert vont disparaître, vont être absorbés, du coup j'aurai aucune lumière qui va ressortir de cette couleur bleue. Donc sous un éclairage jaune, la couleur blanche centrale devient jaune, le bleu, lui, devient noir, et le rouge, il va rester rouge. Parce que j'envoie du rouge sur le rouge. Donc, en éclairant sous un spot jaune, ce drapeau français va apparaître comme similaire au drapeau belge. Voilà pour cet exercice 35. Alors, la vidéo est enregistrée, donc si vous voulez après vous re-regarder la vidéo pour essayer de retrouver les explications, vous pourrez y retourner. Maintenant, je passe aux exercices qui concernent les lentilles. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? S'il n'y a aucune réponse,
Donc Thomas avait bien dit jaune, parfait. Ouais. S'il n'y a aucune question, bah j'avance. Donc si on revient sur la notion de lentille, ici dans l'exercice 11 et 12, alors le 11 d'abord, on a déjà fait la construction de l'image A'B' d'un objet AB. Pour ça, on a tracé que deux rayons provenant du point objet B. On a choisi deux rayons particuliers dont on sait exactement ce qu'ils vont devenir. Le premier qui est parallèle à l'axe optique, qui ressort en passant par le foyer image. Le deuxième rayon qui a été choisi, c'est celui qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Et l'endroit où ils se croisent, c'est l'endroit où se trouve le point image B'. Et on nous demande de faire des mesures là-dessus. Alors, il y a peut-être Luna n'arrive pas à se connecter. Ouais, bah écoute, est-ce qu'elle est en salle d'attente? Non. Je vais essayer de l'enlever et la remettre. Et bon, après, je peux pas faire mieux. Hein. Alors, il faut réaliser les mesures nécessaires pour déterminer les grandeurs algébriques. Donc, je rappelle que en optique, non seulement on mesure en tenant compte de l'échelle, mais en plus, il y a un signe en fonction de l'ordre dans lequel on lit les lettres. Si les lettres elles sont lues de la gauche vers la droite, ça signifie qu'on va mettre un signe plus. Si les lettres sont lues du bas vers le haut, pareil, on va mettre un signe plus. En revanche, si ça va de la droite vers la gauche, ça sera négatif. Et pareil, si ça va du haut vers le bas, ça sera négatif. Donc, la position de l'objet OA, ici, donc O est ici à gauche, A est encore plus à gauche. On va de la droite vers la gauche quand on va de haut vers A. Donc, ça va être de signe négatif. Après, je regarde ici de combien, ça c'est en échelle réelle, hein, de combien de centimètres ça recule. Donc j'ai 1, 2, 3,1 cm. Donc je vais avoir moins 3,1 cm. Est-ce que Marilou a réussi à se connecter? Oups. Ouais, je pourrais t'accepter. De toute façon, enfin bon, elle m'entend pas, donc je vais pas insister. Ok. Maintenant, la distance focale f'. Donc, par définition, on le reverra dans le cours, mais la distance focale f', c'est la distance de O à f', le foyer objet. Donc, cette distance-là, on voit 1 cm, 5, et c'est positif. Alors, non, pardon, d'abord la position de l'image OA'. OA' est positif, il y a 1,2 et 3,1 cm, mais de façon positive. Donc, on se rend compte qu'ici, on a une situation symétrique pour laquelle l'objet est à la même distance de la lentille que l'image se trouve de l'autre côté. Donc la distance focale f', c'est la distance OF', je vois 1,5 cm et c'est positif. Donc ça fait plus 1,5 cm. Je peux le noter aussi OF' avec la barre ici en valeur algébrique. Enfin, la taille de l'objet AB, je regarde quelle est la hauteur de cette flèche-là. Ça monte, donc ça va être positif, et ça monte de 5, 6, 7, après à peu près 7 ou 8 mm. Donc entre les deux, moi j'ai casé 0,75 cm parce que ça semble être un peu entre les deux. C'est positif parce qu'on va du bas vers le haut. Dernière mesure, c'est la taille de l'image, A'B'. C'est négatif et ça va faire la même taille, c'est moins 0,75 cm. Donc on a affaire ici à, on pourrait le faire, hein, mais à un grandissement, si on va en reparler, le grandissement de cette image, c'est-à-dire de savoir de combien elle a grandi, le grandissement A'B' sur AB, il vaut moins 1. Ça veut dire qu'en fait, on a une image qui fait la même taille que l'objet, donc elle n'a pas été agrandie, mais le fait d'avoir moins 1, ça signifie que c'est retourné. Donc le fait d'avoir un signe moins, on sait que l'image va être inversée, et comme c'est 1, elle va être de la même taille, mais inversée. Alors si on enchaîne avec l'exercice 2, où on nous dit, on nous explique la situation, il n'y a pas de dessin. On a une image A'B' d'un objet AB de hauteur 2 cm, et cet objet AB de 2 cm est visualisé sur un écran à l'aide d'une lentille convergente de distance focale de 20 cm, située à 25 cm de l'objet. Donc tout est dit dans le texte, il faut essayer d'imaginer la situation.
Donc l'objet AB, il fait 2 cm de haut. Donc là, c'est ce qui va concerner cette demande-là, la valeur algébrique AB. Après, on a une distance focale qui est indiquée comme étant, si je change de couleur, de 20 cm, distance focale. Ça, c'est ce qui concerne F'. Et enfin, je prends une dernière couleur, je vais prendre du vert. On nous dit c'est situé à 25 cm de l'objet. Ça veut dire que ici, OA, c'est ce qui concerne la distance à laquelle se trouve l'objet. Maintenant, il faut faire gaffe aussi. Alors AB, il est toujours dirigé vers le haut comme ici, hein. Donc il va être égal à plus de centimètres. L'objet, lui, est toujours placé à gauche de la lentille. Donc il va toujours être négatif OA. Donc on va avoir moins 25 cm pour OA. Je finis puis je réponds à la question, puisqu'il y a peut-être une question. Ensuite, F', la distance focale, on nous dit que c'est 20 cm. Donc ici c'est 20 cm. Et c'est positif puisque F' est toujours à droite de la lentille convergente. Enfin, AB, je l'ai dit, ça doit être positif et il fait 2 cm de haut, alors 2,0 avec les chiffres significatifs. Alors je vais voir parce que j'ai entendu biper, donc il y a peut-être une question. Donc Jassem, ok, nickel, a donné le résultat, super, parfait, c'est ça. N'hésitez pas, hein. Pourquoi c'est positif normalement, c'est négatif vu que c'est de l'autre côté? Alors, Naures, il faut comprendre que quand on dit que c'est positif quand les lettres vont de la gauche vers la droite. Et on dit que c'est négatif quand les lettres vont de la droite vers la gauche. Pareil, quand on raisonne à la verticale, on dit que c'est positif quand ça va du bas vers le haut, ou que c'est négatif quand ça va du haut vers le bas. Voilà. Alors, on va faire l'exercice 13. Lors d'une séance de travaux pratiques, un élève cherche à observer l'image nette d'un objet sur un écran. Donc, c'est ce que vous avez fait, vous, en TP. Alors, j'ai déjà mis des indications ici. L'objet est situé à 10 cm de la lentille. Donc ça, c'est ce qui concerne la distance OA, hein. Alors, il y a peut-être une question. J'ai entendu. Non. Bon. Je vérifie tout. Donc ça, c'est pour placer l'objet AB. La distance focale vaut 12,5 cm, c'est marqué dans le texte. Malgré tous ces efforts, l'élève ne parvient pas à trouver une position de l'écran pour laquelle l'image apparaît nette. Donc on nous demande de réaliser un schéma de la situation pour expliquer l'absence d'image sur l'écran. Alors, moi j'ai choisi une échelle horizontale de 1/5 et je vais placer la lentille à droite. Alors 1/5, ça veut dire que 1 cm pour moi sur mon cahier représente 5 cm dans la réalité, horizontalement. On ne nous donne pas d'indication sur la taille de l'objet, on ne sait pas, donc on va mettre une taille de façon complètement arbitraire. Alors je place la lentille ici, un peu sur la droite. Alors, vous pouvez faire ça au milieu de votre cahier, hein, vous allez vous rendre compte aussi des choses. Ce qu'on sait, c'est que l'objet est placé à 10 cm de la lentille. Donc d'après mon échelle, il faut que je le place par ici, à 10 cm. Donc 2 fois 5 cm. Et par ailleurs, la distance focale vaut 12,5 cm. Donc 12,5 cm, si je compte 10, 20, là je suis à 5, 10 et 15 cm. Donc 12,5 cm, ça va être ici. Donc ici, je vais avoir F', le foyer image. Ici, je vais avoir en symétrique, donc à 5, 10 et 12,5 cm, je vais avoir F. Au centre, je vais avoir le centre optique, je ne sais pas si je l'ai indiqué après. Et je sais que mon image, on me dit, mon objet, est à 10 cm de la lentille. Donc il est ici, à 10 cm. Là. Alors je l'ai fait d'une taille complètement, j'ai dit que j'ai choisi un carreau comme ça, juste par hasard, complètement. Et je vais essayer de tracer les rayons de lumière qui proviennent du point objet B et je vais voir ce qu'ils deviennent. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à projeter l'élève à projeter ça sur un écran. Il y a 3 rayons particuliers. Celui qui passe par le centre n'est pas dévié. Le voici.
Celui qui est par parallèle, il ressort en passant par F'. Et enfin, celui qui semble provenir de F et qui passe dans la lentille, lui, il ressort parallèle. On peut le faire, après, on n'était pas obligé. Une fois que j'en ai deux, ça suffit. Ces rayons-là, ils sont orientés dans ce sens-là, hein. La lumière se propage dans ce sens-là. On voit que les rayons, ils ne peuvent pas se croiser derrière. Ils s'écartent tous. Donc, c'est impossible d'avoir une image nette de ce côté. Et j'y arriverai pas. En revanche, je peux essayer d'imaginer d'où semblent provenir ces rayons. Alors, je vais changer de couleur. Il faut imaginer que si moi je mets mon œil de ce côté, donc un grand œil comme ça, mon œil, c'est un appareil d'optique, hein. Il va collecter ces rayons de lumière, ces trois rayons, en fait il y en a une infinité, j'en ai dessiné que trois. Et mon cerveau va interpréter cette lumière comme provenant d'un endroit qui se trouve derrière, ici. Si je prolonge chacun de ces rayons en arrière, on va voir qu'ils se croisent tous à un endroit identique, ici. Donc qu'est-ce que fait mon cerveau quand il regarde ça? Lui, il voit cette lumière comme semblant provenir de cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Elle n'est pas réelle, je ne peux pas la projeter sur un écran. Par contre, elle existe, elle est virtuelle, et elle est elle est avant la lentille. Et on voit qu'elle est droite et plus grande que l'objet de départ. Donc je la fais en pointillé, cette image virtuelle qui est à l'arrière de la lentille. Maintenant, à quelle distance minimum de la lentille faut-il placer l'objet pour pouvoir observer une image nette sur l'écran? Eh bien, il faut que cet objet il soit placé à gauche de F. Donc il faut qu'il soit placé de ce côté-là, dans tout cet intervalle-là. Donc à quelle distance minimum? On va dire que il faut que quoi? Alors si on le note en valeur algébrique, il faut qu'il soit inférieur, parce qu'il est négatif, à, ici j'ai moins 10 cm, 10,5 pour la distance focale. Il faut que ce soit inférieur à moins 12,5 cm. C'est-à-dire moins 13, moins 14, tout ce côté-là. Et là, je vais avoir une image nette sur l'écran. Alors, il y a peut-être une question. Est-ce que j'ai entendu biper? Alors, voici là, il faut que je la rajoute. Ouais, mais je peux pas, hein. Je l'ai déjà rajouté. Je l'ai déjà rajouté. Je peux pas faire mieux. Bon, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Y a-t-il des questions sur ces exercices? Non pour Nawel. Oui, pose-la, Naoura, c'est ta question. C'est quoi ta question, si tu as une question? T'as pas bien compris l'idée, Choumous, t'as pas bien compris ce que c'est qu'une image virtuelle, c'est ça? Ouais. Alors, pourquoi tu dis c'est la réfraction? Je comprends pas pourquoi tu parles de la réfraction là. Alors, je vais réexpliquer rapidement ce que c'est qu'une image virtuelle. Donc, il faut imaginer que la lumière qui est collectée par la lentille ici, si ces rayons de lumière qui proviennent de B se croisent de l'autre côté de la lentille, on va pouvoir avoir une image nette de l'autre côté qu'on appelle une image réelle. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré en vidéo, Naoures. Je l'ai envoyé la vidéo et vendredi, j'ai fait une classe virtuelle exprès. T'étais pas là, je sais pas pourquoi, mais je l'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on avait une image réelle. Donc je vais pas pouvoir trop insister. Choumous n'y était pas, donc je vais en reparler. Si maintenant je me place trop près du foyer et à cet endroit-là, alors les rayons là se croisent plus. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une image virtuelle, c'est-à-dire que je ne peux pas la projeter sur un écran. En revanche, si je me place de ce côté-là avec mon œil,
bah, je vais quand même voir cette bougie à travers la lentille, mais je vais la voir plus grande qu'elle n'est réellement. Parce que les rayons qui sortent de la lentille semblent provenir d'un endroit qui est plus haut ici, quand je parle des rayons provenant de l'objet B, du point objet B. Donc, ceux qui n'ont pas compris, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai tournée et que j'ai envoyée vendredi dernier sur le cours, où j'ai filmé l'expérience où on voit un F lumineux à travers la lentille qui est plus grand. Donc je vous renvoie vers ça pour mieux comprendre. Alors je vois qu'il y a des... Donc tu la re-regarderas, Naoures, pour essayer de recomprendre ce que c'est qu'une image virtuelle. Bah, pour avoir une image virtuelle, il faut que l'objet soit placé après F. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, bah, je vais maintenant passer un petit peu à du cours. Parce que le temps passe là, et moi ça va être compliqué pour aller faire mon cours ensuite de seconde. Hein. Alors, une question peut-être, Yasmine, je vous entends bizarrement, monsieur. Ouais, bah, moi je m'entends normalement. Je peux pas faire autrement, je suis désolé. Après il y aura la vidéo que je vais envoyer. Donc je vous ai envoyé un cours, je vais vous résumer l'essentiel. Vous ne notez pas ce cours en temps réel puisque je vous l'ai envoyé. Vous pourrez le recopier calmement chez vous en partie cours. Qui concerne l'image formée par une lentille convergente, c'est l'essentiel du cours. Donc d'abord concernant le modèle de la lentille convergente, il faut se référer au TP numéro 2 que je vous ai envoyé à tous, sur lequel il y a tous les éléments de cours. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ces éléments de cours qui sont dans le TP, Naoures, le cours est dans le TP dans certaines parties. Ici, il faut retenir le vocabulaire suivant. L'axe optique, défini dans ce cours. Il faut savoir ce que c'est. Le centre optique O aussi. L'objet AB, l'image A'B', le foyer objet F, le foyer image F', la distance focale F', qu'on peut aussi appeler valeur algébrique OF'. Donc tout ça, il faut savoir à quoi ça correspond, savoir les mesurer, etc. Je n'ai pas parlé, mais il faut savoir mesurer aussi la distance à l'image algébrique et la distance à l'objet. Donc tout ça, on l'a fait là à l'instant dans des exercices. Il faut savoir faire des mesures de distance algébrique avec le signe. Donc c'est ce qu'on vient de faire dans l'exercice 11 et 12. Donc ce signe-là, je rappelle, par convention, il est positif quand on va dans le sens de la lumière, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, et positif aussi quand on va du bas vers le haut. Maintenant, il y a une définition supplémentaire, deux définitions supplémentaires que j'ai pas mis dans le TP. Alors, il arrive que les vendeurs de lentilles, les vendeurs de lunettes, les vendeurs de téléobjectifs, ils parlent de la lentille non pas en distance focale, mais ils parlent de vergence. Alors la vergence, c'est une grandeur qui est très compliquée, je vais vous l'expliquer. De temps en temps, on rencontre ça dans des exercices. Alors, on appelle la vergence, qui est notée la plupart du temps avec une lettre C. Attention, pas confondre avec la concentration. Ça n'a rien à voir, on n'est pas en chimie, on est en optique. Une vergence qui est notée C d'une lentille, c'est une caractéristique régulièrement mentionnée pour les lentilles convergentes. Et là, la vergence, elle est égale à l'inverse de la distance focale, 1 sur F'. Et elle se mesure en dioptrie. Donc ça, c'est l'unité utilisée par les opticiens. Et son symbole, c'est une lettre comme ça qu'on appelle le delta. Dans cette formule, F' est en mètres, ici. En mètres. Et pas en centimètres, pas en mètres. Pas en millimètres, mais en mètres. Donc, on fait 1 sur la distance focale en mètres et on obtient la vergence. Ça, c'est une chose à savoir, parce que de temps en temps, c'est indiqué. Et enfin, deuxième définition supplémentaire, le grandissement, qui est noté avec la lettre grecque gamma, que vous pouvez écrire comme ça. Donc ça fait ça, gamma. Puis j'ai mis une barre au-dessus parce que c'est une valeur algébrique, elle peut avoir un signe de grandissement. Il est donné comme étant égal au rapport de la valeur algébrique de l'image, la taille de l'image, divisé par la valeur algébrique de la taille de l'objet. Donc on l'a déjà vu, il faut diviser ces deux valeurs-là avec leur signe, et ça donne le grandissement. Il permet de connaître l'agrandissement de l'image, mais également son sens.
Parce que si vous avez une valeur algébrique du grandissement qui est négative, donc inférieure à 0, ça signifie que l'image est renversée. En revanche, si maintenant si c'est positif, ça veut dire que c'est à l'endroit l'image. Et maintenant, si la valeur, mais la valeur sans le signe, alors en mathématiques, une valeur sans le signe, ça s'appelle une valeur absolue, avec 2 barres comme ça. Ça, c'est la valeur absolue. Ça veut dire qu'on a enlevé le signe. Donc si cette valeur du grandissement, sans le signe, elle est supérieure à 1, donc sans considérer le signe, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Voilà pour les 2 premières définitions. Ensuite, comment construire une image? Il faut savoir construire graphiquement la position d'une image avec les 3 rayons particuliers, avec la bonne symbolique. Donc ça, c'est ce qu'on a mis dans le TP aussi. Vous avez 3 rayons, celui qui passe par le centre optique, celui qui est parallèle, celui qui passe par le foyer objet. C'est ce qu'ils vont devenir, et il faut chercher où est-ce qu'ils se croisent. Il faut savoir distinguer 2 types d'images. Donc on va le rappeler. Il y a 2 types d'images. Les images qu'on pourra avoir comme étant réelles, ça c'est quand l'objet est placé avant F. Donc quand j'ai une lentille comme ça, avec son axe optique, donc j'essaie de dessiner le plus droit possible comme ça. J'ai le centre optique O d'un côté F', de l'autre côté F. Eh bien, si mon image est placée de ce côté-là, alors j'aurais dû prendre de la couleur, je vais le mettre en vert. Si mon image elle est placée de ce côté-là, dans toute cette zone-là, je vais avoir mon objet, pardon. Si je place mon objet dans toute cette zone-là, donc mon objet AB, donc ça peut être un Playmobil, une bougie, n'importe quoi, alors je vais en avoir une image réelle de l'autre côté. Maintenant, l'image virtuelle, c'est ce que disait Jacem, justement, c'est lorsque l'objet est placé entre O et F, donc je vais vous indiquer d'une autre couleur cette zone-là. Alors je vais la surligner en jaune ici. Donc c'est toute cette zone ici, entre O et F. Donc si je place mon objet, que je vais imaginer ici, que je vais mettre en noir, si je le place dans cette zone-là, l'objet, alors il est en vert, pardon, AB, alors son image sera virtuelle. Et elle va se situer, non pas à droite de la lentille, mais avant la lentille en pointillé. Donc cette image, elle est projetable sur un écran, elle va être observable à l'œil à travers la lentille. Donc l'œil va collecter les rayons qui sont placés à travers la lentille, et il va interpréter ça comme étant des rayons qui proviennent d'un autre endroit qui est plus loin. L'image virtuelle semble provenir d'avant la lentille, elle est droite et plus grande. Alors j'entends que ça s'active, je vais aller voir. Alors, mais O c'est l'œil? Non, O c'est le centre optique. C'est le centre optique, c'est-à-dire le centre de la lentille. Merci Jacem d'avoir répondu à ma place. C'est très bien de faire comme ça. Alors maintenant, une nouveauté aussi que vous pourrez recopier tranquillement chez vous, c'est les formules de conjugaison. Il y a une question. Ok. Les formules de conjugaison. Alors, on va en voir une première aujourd'hui. Je vous explique avec la démonstration. Et puis, le but du TP de jeudi, qu'on fera de façon virtuelle avec des animations, c'est de savoir quelles sont ces formules qui permettent de calculer à l'avance où va se situer l'image, où quelle va être sa taille, etc., son grandissement. Donc il est possible par des calculs qu'on va voir, de prévoir la taille et la position de l'image, A'B'. Donc nous on a vu que graphiquement on sait trouver où se trouve la position de l'image en traçant les 3 rayons particuliers et en voyant où ils se croisent. Maintenant, il est possible par des calculs de prévoir où c'est. Alors, on va en voir qu'un seul aujourd'hui de calcul, c'est le calcul du grandissement. Donc, la formule du grandissement qui se note avec cette lettre-là. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, ça se prononce gamma, ça. Hein, c'est une lettre grecque. Se prononcer gamma en alphabet grec. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ça quelque part, je sais pas. Alors, ce grandissement, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le calculer.
En général, ce qu'on connaît expérimentalement, ce qu'on connaît souvent, c'est l'endroit où on a placé l'objet. Donc on connaît OA, et on peut expérimentalement trouver l'endroit où se situe l'image, OA', quand elle est réelle. Alors on va faire apparaître qu'un seul rayon, celui qui passe par O. Et on va voir qu'on peut faire apparaître deux triangles qui nous font penser à un théorème bien connu de la seconde, voire d'avant, même au collège, le théorème de Thalès. Alors, ici j'ai fait apparaître toutes les constructions géométriques des trois rayons. Vous avez l'objet qui est ici, AB, son image qui a été trouvée ici, A'B', grâce aux trois rayons, parce qu'ils se croisent, au point image B'. J'ai le point objet B ici. Si je supprime certains de ces rayons, donc celui qui est en vert et celui qui est en bleu, je me retrouve avec le seul rayon, celui qui passe par le centre optique. J'enlève, pour mieux visualiser les choses, j'enlève les deux foyers. Ils existent, mais je les ai retirés pour qu'on voit mieux la figure géométrique. Et là, on voit deux triangles qui ont un angle commun et ils ont un sommet commun ici. Ces deux triangles-là, je les ai surlignés ici en rouge. Donc j'ai le triangle ABO et le triangle A'B'O. Donc là, en mathématiques, il y a un théorème qu'on appelle le théorème de Thalès, qui dit que le rapport du petit côté on va dire, de ce grand côté sur le petit côté ici, va être égal au rapport de ce grand côté-là de triangle sur ce grand côté-là. Donc, le théorème de Thalès me permet de dire que A'B' sur AB, alors ça c'est tel que vous l'avez appris en maths, A'B' sur AB est égal, donc ce côté-là, grand côté sur ce petit côté-là, va être égal au même rapport qui sera le rapport de ce grand côté divisé par ce petit-là, pour le petit triangle. Donc ce grand côté c'est OA', divisé par le petit côté ici c'est OA. Ça c'est le théorème de Thalès. Ne me demandez pas de le démontrer, c'est comme ça. On pourrait dire aussi que c'est égal à OB' sur OB, mais ça nous intéresse pas nous. Maintenant, si je rajoute en plus les signes, je peux mettre une barre au-dessus et dire qu'avec le signe, avec la valeur algébrique, ça marche aussi. Je le vois ici. Parce que A'B' est inversé, AB est à l'endroit, OA' il est positif, et OA, lui, est négatif. Donc je vais avoir le même signe pour ces rapports-là. Donc ça marche. Donc on peut trouver le grandissement A'B' sur AB en divisant en fait la distance algébrique à l'image par la distance à l'objet algébrique. Donc ça c'est une formule qui fera partie des deux formules de conjugaison à connaître. Celle-là je vous l'ai démontré, elle provient du théorème de Thalès. Alors, je vais m'arrêter là. Pour la partie optique, je vérifie l'heure parce que ouais c'est bon. J'ai cours à 4 heures, il me faut le temps d'arriver au lycée. Maintenant, je vais m'arrêter là pour la partie optique. Je vous mettrai les exercices qui sont à chercher pour jeudi, qu'on corrigera jeudi ensemble. Et je voudrais faire un petit point sur les chiffres significatifs. Donc, je vous ai transféré un deuxième fichier qui se nomme notation scientifique, chiffres significatifs, résultat d'une mesure. Parce que depuis le début, on utilise les chiffres. J'en parle de temps en temps des chiffres significatifs, mais j'ai encore jamais expliqué précisément d'où ça venait tout ça. Alors, je vais juste faire le point sur si j'ai pas des élèves en salle d'attente. Non, c'est bon. Donc les chiffres significatifs. Donc là, c'est le document que je vous ai transféré tout à l'heure. Vous allez pouvoir au brouillon écrire sur le brouillon les réponses aux différentes questions. Ou si vous avez eu le temps de l'imprimer, vous pourrez le faire directement dessus. Sinon, je vous l'enverrai aussi en version Word si vous voulez carrément modifier directement le document. Alors, la notation scientifique, je fais vite parce que c'est des notions anciennes. On l'a déjà vu, c'est la notation sous la forme A fois 10 puissance n, où A est un nombre qui est compris entre 1 et 10. Ce nombre, il peut être positif ou négatif, il peut y avoir un plus ou un moins juste avant. Et puis n, c'est un nombre entier. Le nombre A est compris forcément entre 1 et 10, et il est strictement inférieur à 10. Il ne peut pas être égal à 10.
Faisons quelques exercices rapides. Écrire en notation scientifique les nombres suivants. Donc vous les écrivez au brouillon, vous en avez 4, et vous essayez de m'indiquer leur valeur en notation scientifique. Donc je vous laisse quelques minutes, vous les écrivez au brouillon, vous essayez de vous entraîner à les écrire en notation scientifique. En attendant, moi je vais changer d'affichage. Alors je change d'affichage rapidement, puis je vous remonte l'image. Donc moi ce que je veux maintenant c'est partager juste. Voilà. Donc à vous, au brouillon, d'écrire ces chiffres-là et de les écrire en notation scientifique. Je vous laisse 5 minutes pour le faire. L'enregistrement.